Madame la députée, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ce moment. Si vous n'aviez à garder qu'un seul instant à votre arrivée à l'Assemblée nationale, Je pense qu'un des moments les plus forts, c'est quand le président de l'Assemblée nationale arrive sous les tambours, que sa présence est annoncée, on annonce le président, et que nous nous levons tous dans un silence impressionnant. Et là, c'est un souvenir qui restera gravé. alors vous êtes aujourd'hui membre de quelle commission? À la commission défense. Pourquoi ce choix? Parce que c'est un enjeu plus que primordial sur le territoire, sur la circonscription, pour la ville de Toulon en particulier, puisque l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, particulièrement la marine chez nous, sont un levier fondamental de notre économie, mais pas que. Donc il était pour moi assez cohérent de me positionner dans mes vœux, puisqu'on fait un certain nombre de vœux pour les choix de commission, d'y positionner la défense. Depuis que vous êtes élu député, vous avez eu des lois à voter, notamment la loi de moralisation. On a bien entendu que la réserve parlementaire a été supprimée, que les emplois familiaux ont été supprimés. J'ai regardé récemment, je crois que la réserve ministérielle, elle, au dernier moment, a été conservée. Alors, il y a plusieurs aspects. Sur la réserve parlementaire, moi, je ne fais pas partie des députés qui étaient forcément pour cette suppression. Parce que c'est un levier qui peut être extrêmement facilitateur de projets pour un territoire. En l'occurrence, il y a eu des dérives. Il y a eu des dérives par manque de transparence dans la gestion de cette enveloppe-là. On aurait pu déterminer une responsabilité plus importante à mettre sur les épaules des députés. Je m'étais engagée, moi, sur cette campagne, à créer un conseil de circonscription. Par ce conseil de circonscription, j'entendais de mettre autour de la table des citoyens volontaires, bénévoles, des élus locaux, des représentants d'associations, afin ensemble d'étudier, à travers des critères préalablement définis, les dossiers qui pouvaient potentiellement être bénéficiés d'une partie des financements de cette réserve parlementaire. Donc aujourd'hui, ces fonds-là n'existent pas plus. Il s'agit à chaque député d'étudier les propositions de projets du territoire et d'aller les porter auprès de chacun des ministères, et c'est ce que je compte faire. Mais ce conseil de circonscription, je suis en train de regarder comment il pourrait toujours se mettre en place sur le territoire. Alors, dans le cadre de la loi de moralisation, il y a un chapitre que j'avais lu dans un rapport de M. Bartolone qui parlait du cumul des mandats dans le temps. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu ressortir dans ce que vous avez voté. Non, nous montons les marches pas à pas. Cette première loi sur la moralisation de la vie publique est un premier échelon. Il faut ensuite absolument qu'on s'attaque au non-cumul de mandats dans le temps. C'est un levier indispensable pour le renouvellement de la classe politique, mais pas le renouvellement pour le renouvellement. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir qu'un élu de la République passe 15, 20, 25, 30 ans sur les mêmes fonctions, sur un même mandat. Mais ça veut dire aussi réfléchir au statut de l'élu. Comment un élu a mis de côté sa carrière professionnelle pour se mettre au service de la République, au service de la nation, au service des concitoyens, pendant un temps défini. Parce que ça nécessite beaucoup d'énergie, parce que ça nécessite une prise de recul, parce que c'est un monde particulier, et que si nous voulons être en phase avec cette société qui va vite, il faut que le renouvellement s'enclenche aussi derrière. Mais donc il y a ces volets-là, des groupes de travail à l'Assemblée sont en train de se mettre en place, j'y participerai pour travailler sur cette évolution de la démocratie. Donc vous me confirmez que ce projet n'est pas enterré, mais simplement actuellement à l'étude. Exactement. Vous avez eu à voter aussi les ordonnances. Sur le principe, êtes-vous pour ce mode de fonctionnement? J'étais très attentive à cette nouvelle façon de faire, et puis aussi curieuse. Curieuse parce que la France est un pays qui sans cesse exprime cette volonté de vouloir changer, de vouloir évoluer rapidement, mais le système fait que entre le diagnostic, la proposition de solution et le résultat, il se passe un temps fou. Et aujourd'hui, nous n'avons plus la patience d'attendre.
Quand je dis la patience d'attendre, mais d'attendre quoi? D'avoir un nouveau boulot, de pouvoir se loger correctement, de pouvoir se déplacer facilement. Ce sont les 3 leviers qui sont indispensables à l'économie du pays. Et pour cela, le principe de l'ordonnance permettra d'accélérer et de voir rapidement si la réforme proposée répond, apporte les solutions nécessaires ou pas. Donc alors ça bouscule nos habitudes, mais je pense qu'il est essentiel de faire confiance à ce nouveau mode de fonctionnement pour pouvoir voir notre société évoluer plus rapidement, libérer les esprits plus rapidement aussi. Alors j'ai bien compris que ce qui était sous-tendu, c'était de faciliter le retour à l'emploi. Pour autant, par exemple, le plafonnement des indemnités prud'homales, en quoi cela facilite-t-il l'emploi ? Ça va faciliter l'emploi parce qu'aujourd'hui, quand on est chef d'une petite ou d'une moyenne entreprise, on peut être frileux dans l'embauche de nouveaux salariés parce que, et c'est la réalité de notre vie économique qui le démontre, dans pas mal d'entreprises, de petites et de moyennes, se sont retrouvées soit confrontées à une fermeture définitive de l'entreprise suite à un conflit réglé par des indemnités prud'homales. Donc aujourd'hui, si on veut libérer nos chefs d'entreprise pour qu'ils décident de prendre plus de risques dans l'embauche de salariés, il faut par ailleurs sécuriser ces montants-là, ces plafonds-là, pour ne pas qu'ils viennent, au-delà de la protection d'un salarié, qu'ils viennent plomber une économie, faire fermer les portes d'une entreprise. Ce serait complètement contre-productif. Votre discours est audible pour les petites et les moyennes entreprises. Il l'est beaucoup moins pour les grandes entreprises, les entreprises du CAC 40. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas longtemps, on a accepté le principe d'un CICE qui, en contrepartie de 40 milliards d'euros, devait créer 1 million d'emplois. On a entendu la semaine dernière le président du MEDEF dire en fait on s'est trompé, c'est pas 40 milliards d'euros, mais 80, et de toute manière c'est rendez-nous notre argent. Mais vous comprenez bien qu'à ce jeu-là, il n'y a même pas eu 150 000 emplois de créés alors qu'on attendait 1 million. Et oui, le principe paraissait idéal sur le papier. Dans sa campagne, M. Macron parlait de pérenniser le CICE. Exactement, mais l'élément manquant, c'est l'exigence. L'exigence des résultats. On passe un marché. On passe un marché en disant que les moyens de l'État vont être mis, des moyens financiers de l'État vont être mis sur la table en contrepartie de la création d'eux. Si derrière on n'est pas assez exigeant sur les résultats attendus, la boucle n'est pas bouclée. On ne peut pas analyser les résultats, ce qu'ils soient bons ou mauvais d'une réforme, d'une proposition, si nous ne sommes pas exigeants dès le départ. C'est ce qui a manqué sur cette mandature précédente, et je sais qu'Emmanuel Macron ne reproduira pas ce système-là, parce qu'il a cette exigence. Parlons des lois qui sont à venir. Il en est une que vous saurez lire mieux que quiconque, c'est la loi qui va concerner la formation. Quelle est votre position par rapport à la situation actuelle de la formation dans notre pays ? Alors, la formation professionnelle a déjà subi une réforme en 2014, mais pas suffisante. On parle toujours de ces flux financiers autour de la formation professionnelle, et ça paraît être un levier tellement vague qu'il faut aujourd'hui oser le réformer en profondeur. C'est-à-dire que c'est une question d'adéquation. Il y a de nouveaux métiers. Il faut que les nouvelles formations existent afin de faire matcher les nouveaux emplois avec les nouvelles formations. Mais il faut aussi un système beaucoup plus simple. Aujourd'hui, quand vous êtes salarié du privé ou du public ou demandeur d'emploi, les chemins pour accéder à une formation pour une montée en compétences ou pour une insertion professionnelle ne sont pas les mêmes et sont extrêmement compliqués. Donc sans rentrer dans des détails trop techniques, il faut à la fois simplifier l'accès et les démarches à l'existant de notre catalogue de formation en France. D'autre part, il faut adapter cette offre de formation à la réalité économique de notre pays. Et donc, il faut un appareil formatif qui soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Il faut que la première personne que vous allez voir en face de vous quand il s'agit d'aller faire une formation, soit des conseillers Pôle emploi, des conseillers mission locale, des conseillers Cap emploi, des représentants des plis, il faut que ce personnel-là puisse aussi être saisi de ces nouvelles missions plus facilement. Aujourd'hui, il y a un gâteau à partager. Le gâteau de l'emploi, il faut le partager avec un équilibre. Et la réforme de la formation professionnelle pourra, à travers peut-être de nouveaux contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage, peut-être réfléchir à un système plus simple. Et cette réforme mettra à plat tout ça. Il ne faudra pas non plus
hésiter à aller voir ce qui se passe dans certains organismes de formation qui aujourd'hui profitent d'un système sans forcément offrir une formation haut niveau et qui respecte l'ensemble des référentiels requis. Une dernière question, si vous le permettez. On annonce une prochaine loi sur nos sécurités et nos libertés. Quelle est votre position sur ce sujet ? C'est intéressant parce que, et plus qu'important, nous sommes toujours en guerre avec le terrorisme, mais pas que. Il est important de clarifier un fonctionnement, les fonctionnements d'écoute, les fonctionnements de récolte de données personnelles de chacun d'entre nous, concitoyens, lorsque nous nous déplaçons à l'intérieur même du territoire, au sein de l'Union européenne et au-delà, à travers le monde entier. Pour cela, c'est un projet de loi qui permettra à la fois de sécuriser ces données-là, puisque c'est la sphère publique qui les récupérera, et non plus la sphère privée, comme ça l'était jusqu'à présent. Et ce projet de loi garantit la liberté de chacun. On diffère la conversation privée de la conversation publique. Et on apporte en même temps un système de sécurisation, notamment sur le transport maritime, qui l'était moins sécurisé que le transport aérien, pour ne donner qu'un exemple, parce que nous sommes obligés aujourd'hui de développer une nouvelle façon d'assurer la protection de nous tous, suite à malheureusement tous ces attentats que nous avons subis. Mais vous entendez que, compte tenu de cet état d'urgence, vous nourrissez l'inquiétude des gens en supprimant le juge, par exemple ? Alors, l'état d'urgence, il faut qu'on en sorte. Il porte bien son nom, c'est un état. Il faut que nous puissions rapidement passer à un autre système plus stable qui garantisse à la fois les libertés individuelles, parce qu'il n'est pas question, le terrorisme gagnerait si on en venait à devoir contraindre les libertés de chacun. Et en même temps, il faut pouvoir assurer un contrôle juste, réel et efficace des informations qui circulent sur le territoire et de la circulation de l'ensemble de nos personnes. Donc, on ne voit pour l'instant que les premiers échelons. Vous parlez de la suppression d'un juge, mais la loi est pensée de façon globale afin que chaque pion, chaque responsabilité puisse être en lien pour avoir un résultat plus efficace et plus rapide. Eh bien écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci.